Monsieur François Burga, nous sommes très heureux de vous accueillir à Istanbul pour cette interview avec Nouvelle Aube. J'avais quelques questions à vous poser, notamment sur la question syrienne. Après la chute de Bachar el-Assad et la révélation des atrocités commises, notamment dans les prisons syriennes et la tristement célèbre Sednaya, certains continuent de soutenir que la révolte syrienne serait un complot des États-Unis et d'Israël. Et qu'il n'y a qu'Israël qui veut en fait étendre son influence dans la région, mettant de côté les aspirations du peuple syrien à la liberté. Comment faire la balance entre les aspirations du peuple syrien d'une part et le fait qu'Israël s'étende dans la région? Merci de m'accueillir. Comme vous le savez, ce n'est pas si facile que ça de prendre la parole en France sur un certain nombre de sujets. La chute de Bachar el-Assad, c'est un événement à deux têtes. Il y a la fin de ce qui était presque unanimement considéré comme une dictature, encore que des milieux d'extrême droite en France, et même des milieux de droite, et même certains milieux pas totalement étrangers au gouvernement, avaient admis le principe d'une quasi-réhabilitation de Bachar el-Assad, ne s'était pas opposé à la dynamique qui a, par exemple, affecté les Émirats arabes unis ou un certain nombre de pays de la région qui avaient remis en selle Bachar el-Assad. Donc le départ de Bachar el-Assad, il a donné lieu à des larmes de crocodile, parce que quand même, c'était un méchant, mais pas si méchant que ça, puisqu'il nous protégeait de gens supposément plus méchants. Et l'autre façade, bien sûr, l'autre facette du départ de Bachar el-Assad, c'est l'identité politique des gens qui prennent la relève. Et donc, ça a donné lieu à toute une série de restrictions au bonheur des Syriens. Moi-même, j'ai eu le privilège de vivre longtemps en Syrie, donc j'ai beaucoup d'amis syriens. Et vous le savez, les Syriens, ils peuvent être de toutes les couleurs politiques ou ethniques ou confessionnelles. Moi, je n'ai eu que des amis syriens qui disaient « on est dans le bonheur, on est dans le bonheur ». Mais en France et aussi dans le monde arabe, il y a une autre chanson qui a commencé que vous avez mentionnée, qui était de décréter illégitime ceux qui avaient fait tomber Bachar. Et donc, en quelque sorte, de nier que si Bachar est tombé, oui, bien sûr, il y a une conjoncture internationale, et on y reviendra, qui a affaibli les soutiens du gouvernement, mais c'est quand même le résultat de la lutte de plus d'une décennie, la lutte très très coûteuse du peuple syrien. Alors, il y a une chanson qui s'est répandue. Dans quel milieu? Dans les milieux, malheureusement, très souvent dans les milieux pro-palestiniens ou dans les milieux anti-impérialistes. Tous ceux qui luttaient contre l'hégémonie occidentale ont voulu voir, parce que bien sûr l'identité de Bachar el-Assad sur la scène internationale, pour certains c'était un tyran, mais pour d'autres c'était quelqu'un qui résistait à Israël. Même si, on pourrait y revenir, le rôle de la Syrie n'a pas été si central que ça, hormis son lien avec le Hezbollah. Mais disons qu'est venue cette chanson que ces acteurs qui succèdent à Bachar, que l'on n'aime pas parce qu'ils sont qualifiés d'islamistes, eh bien, on veut en faire des marionnettes dans les mains des Israéliens et des Américains. Et ça, c'est très important de comprendre ce qui se passe, enfin, si on veut le dénoncer, parce que pour moi, c'est une aberration, c'est une erreur d'analyse profonde. Il faut comprendre pourquoi. Il faut comprendre pourquoi les gens considérés comme islamistes sont considérés comme illégitimes lorsqu'il s'agit de causes nobles comme la libération des peuples. Il y a toute une partie des militants, encore une fois occidentaux et arabes, qui considèrent que la libération des peuples, c'est leur spécialité, et les peuples sont vraiment libérés si c'est eux qui les libèrent. Mais si intervient un acteur inhabituel dans ce rôle-là, on va le mettre en doute. Et on prend appui, bien sûr, sur un certain nombre de circonstances historiques. Si je devais prendre une image qui a servi à discréditer El-Joulani de son nom de combat, j'irais la chercher en tant que Français tout particulièrement dans les embrassades de Bernard-Henri Lévy avec les révolutionnaires syriens à Benghazi. D'accord ? Il y a l'idée que, et bon, il faut comprendre comment on en est arrivé à cette conjoncture-là, mais l'idée que les islamistes ont pu être proches du sionisme international, parce que Bernard-Henri Lévy, bon, on le sait, il est un peu philosophe et beaucoup militant radical du sionisme international. Et donc, on a pris appui là-dessus, et puis sur ce qui est une autre légende, les Américains ont créé Al-Qaïda. Les Américains ont créé Al-Qaïda. Qu'est-ce qui s'est passé en Afghanistan ? Conjoncturellement,
l'agenda anti-soviétique des Américains a croisé la route de l'agenda anti-soviétique de ceux qui luttaient contre la présence soviétique à l'époque et pas russe en Afghanistan. Et donc il y a eu fugitivement une sorte de parallélisme qui a fait que, dans des proportions qui ne sont pas décisives, il y a pu y avoir des soutiens de la CIA aux moudjahidines afghans ou aux moudjahidines arabes. Bon, 10 ans plus tard, au World Trade Center, on devrait quand même s'apercevoir que Al-Qaïda a pris un itinéraire politique qui n'est pas particulièrement soumis aux intérêts américains. Donc on voit bien que cette fugitive convergence d'intérêts qu'une certaine pensée complotiste manie également à l'égard de l'émergence des courants islamistes. On dit les courants islamistes ont été fabriqués par les pouvoirs autoritaires arabes pour lutter contre les gauches. Donc Bourguiba a fabriqué Ennahda, les généraux algériens ont fabriqué le FIS, Moubarak a fabriqué... Non, non, non. Il y a conjoncturellement, il y a pu y avoir des convergences d'intérêts parce que les deux luttaient contre la mainmise des gauches sur les scènes syndicales, mais c'est tout. Hein. Donc cette première erreur, elle tient au fait qu'il faut comprendre l'attitude de la France et des Occidentaux vis-à-vis des printemps arabes, en très peu de mots. Quand les printemps arabes ont commencé, Tunisie, Égypte, les Français, qu'est-ce qu'ils ont dit? Madame Alioumari, ministre de l'Intérieur, ou ministre des Affaires étrangères, on va vous aider. On va vous aider qui? Les révolutionnaires? Non. Ben Ali, on va vous aider, on va vous fournir des matraques avec des manches plus courts, comme ça vous allez taper plus précisément, etc. Moubarak, pareil, nous soutenons Moubarak. Et puis nous nous apercevons que, non, on a mis nos œufs dans le mauvais panier, puisque aussi bien en Tunisie qu'en Égypte, c'est les oppositions qui l'emportent. Alors on change très brutalement. Et le changement le plus spectaculaire, il s'opère en Libye. En Libye, nous allons non seulement soutenir les révolutionnaires par la voix, mais nous allons les soutenir militairement et nous allons presque les précéder. Parce que les circonstances dans lesquelles Kadhafi est tué font qu'on peut se dire presque que c'est les avions de l'OTAN et peut-être au sol aussi, il y a encore une zone de mystère. On ne sait pas qui est-ce qui a tiré la balle qui tue Kadhafi. Mais disons, nous avons précédé les révolutionnaires et donc les révolutionnaires, l'image des révolutionnaires s'est trouvée entachée de cette collaboration avec les Occidentaux dans leur lutte révolutionnaire interne. Mais ça n'a pas duré très longtemps. La Syrie arrivait juste derrière, et je me trouvais en Syrie à ce moment-là. Nous avons, dans un premier temps aussi, on l'a moins dit, nous avons soutenu la rhétorique de Bachar el-Assad pendant quelques jours. Mais assez vite, c'est vrai, nous avons basculé. Et moi, je travaillais sous la responsabilité de l'ambassade puisque je dirigeais l'Institut français du Proche-Orient. Donc j'étais relativement bien informé. Le discours de l'État français a changé et s'est mis à soutenir la révolution. Mais, et c'est ça qu'on n'a pas compris parce qu'on ne l'a pas dit très fort, on a soutenu la révolution un peu d'abord, pas beaucoup, à comparer avec le soutien iranien et le soutien russe. Nous, c'était verbal. On n'a jamais donné l'armement antiaérien qui aurait pu stopper les hélicoptères qui lâchaient les barils de bombes, etc. Donc on a fait un soutien très verbal qui a duré un certain temps seulement. Quand est-ce qu'il s'est arrêté? Il s'est arrêté quand on a vu les résultats des élections en Tunisie et en Égypte. Dès lors qu'on a vu que des urnes du printemps arabe sortaient des islamistes, demi-tour complet. Et le demi-tour complet, on l'a fait vraiment complet, puisque ultérieurement en Libye, nous nous sommes retournés contre les révolutionnaires que nous avions soutenus. Et nous avons soutenu Haftar avec les Émiratis. Nous avons soutenu la contre-révolution. Donc, notre attitude au moment où tombe Bachar, elle était très ambiguë du point de vue gouvernemental parce que on n'aimait pas Bachar, mais on aimait encore moins ceux dont Bachar nous disait « je lutte contre eux pour vous sauver ». Puisque évidemment, on ne peut pas refaire toute l'histoire, mais très vite, l'image de l'opposition armée syrienne s'est trouvée purement et simplement identifiée à Daesh, identifiée au pire du pire. Alors que, on le sait maintenant,
dans les prisons de Hayat Tahrir al-Sham, il y a des djihadistes de Daesh. C'est la principale catégorie d'acteurs contre lesquels c'est fait. Donc, on a eu ce discours complotiste qui, encore une fois, a pris plus spontanément dans les militants de gauche. Pourquoi ? Parce que les militants islamistes étaient accusés d'une certaine proximité historique avec les Américains et les Français, dans le cas libyen, dans le cas afghan, etc. Mais aussi, elles ont été battues à la régulière par les courants islamistes. Et donc c'est extrêmement difficile d'admettre que celui qui vous a battu dans les urnes est légitime à mener un combat qui est respectable. Et donc ça a donné, ce mélange de discours de discrédit. On a tout entendu, y compris Shara est un agent du Mossad, il a étudié la théologie à Tel Aviv, enfin toutes les bêtises ont été dites. C'est pour ça que, bon, je ne me prononce pas à titre personnel, je n'ai pas à être content ou mécontent, mais j'ai répercuté les manifestations pro-palestiniennes qui se sont tenues de façon très très spectaculaire en Syrie au cours des derniers jours. Parce qu'on a dit « Ah non, non, les Syriens », et bon, j'ai déjà eu l'occasion de répondre à cette question dans un autre média. On m'a dit « Mais est-ce qu'ils ne vont pas signer un accord d'Abraham ?» Et j'ai dit « Je ne devrais pas vous répondre parce que je ne connais pas la réponse. » Mais ma façon d'exprimer mon respect pour cette population où j'ai vécu, où j'ai quand même beaucoup d'antennes, beaucoup d'amis, dont je parle un peu la langue, c'est de dire non. Non, je ne vois pas la société syrienne glisser dans le caniveau où est tombée non pas la population des Émirats ou d'Arabie Saoudite ou du Maroc, mais un certain nombre de dirigeants qui ont un petit peu quand même vendu leur âme dans cette question de la normalisation avec l'État hébreu. Donc maintenant, on regarde ce qui se passe en Syrie, on regarde calmement, et je pense que cette situation est très très importante. On va peut-être parler d'islamophobie, d'islam politique, dans la région, en Occident, la relation avec la cause palestinienne. Mais ce qui se passe en Syrie, c'est une nouvelle fois où un courant politique va être sur la sellette. Jusqu'à présent, je ne dirais pas qu'ils ont fait un sans faute, ça serait sans doute un peu complaisant, mais jusqu'à présent, ils n'ont rien fait de ce qu'on attendait qu'ils fassent. Monsieur Zemmour, le premier jour de l'arrivée de HTS au pouvoir, il a dit « ça nous annonce des grands massacres de chrétiens pour Noël ». Mais aussi des influenceurs, peut-être on peut citer, parce que je crois que beaucoup de gens le connaissent, Michel Colomb, il s'est exprimé, il a dit « moi je reçois des images de massacres de chrétiens ». Moi j'ai fait demander, je dis « vous pouvez publier les images de ces massacres de grande ampleur des chrétiens ou de Kurdes », il a dit les deux. Mais bon, on sait qu'il va demeurer des tensions avec les Kurdes, mais les minorités religieuses ont été rassurées explicitement. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des tensions dans ce pays au moment de la redistribution du pouvoir politique. On sait que les minorités, à la différence de Daesh, les minorités religieuses ne seront pas criminalisées pour ce qu'elles sont et non pas pour ce qu'elles font. La ligne rouge que moi je refuse de franchir vis-à-vis de Daesh, c'est leur traitement des yézidis. Parce que les yézidis n'étaient pas associés au pouvoir qui réprimait les sunnites en Irak. Les yézidis, je suis allé les voir, je peux vous assurer, plusieurs fois, on a l'impression qu'on remonte dans le temps, on remonte au XIIe, XIIIe, XIVe siècle, mais ils ne font pas partie de la formule politique qui opprimait, alliée aux chiites, qui opprimait les sunnites. Ils n'avaient rien à voir. Donc ils ont été martyrisés exclusivement parce qu'ils n'avaient pas la bonne religion. Bien ça, bien sûr, Hayat Tahrir al-Sham s'en est dissocié complètement, explicitement, aussi bien sur le plan ethnique, on a le droit d'être kurde et de ne pas être arabe et on est un citoyen légitime, mais aussi on peut être chrétien, mais aussi on peut être chiite, puisqu'il faut quand même bien dire qu'ils ont protégé. Normalement, il aurait pu y avoir des scènes de violence contre les sanctuaires des chiites du Haut-Décimain, contre Saïda Zainab. Il n'y a rien eu de tout ça. Donc, on a une scène politique, il ne faut pas faire d'angélisme. Il y aura des tensions, il y a, oui, peut-être des exécutions en nombre relativement limité pour l'instant. Mais donc, c'est une chance d'une nouvelle élite politique qui est extrêmement expérimentée. Parce que ce qui
ce qui m'a rassuré un petit peu dans Shara, c'est que je savais qu'il a de l'expérience. Il avait une expérience longue, de 2017 à nos jours. Il avait géré un mini-pays, avec toutes les contraintes inhérentes à la gestion d'une société où tout le monde n'a pas le degré de religiosité des djihadistes, où il y a des courants soufis, où il y a une puissance extérieure. Il fallait déjà se corréler avec la présence de la Turquie. La Turquie a joué un rôle central. On ne pouvait pas garder un discours djihadiste, sinon on aurait dû l'appliquer à l'armée turque. Donc on savait quand même. Alors moi je fais partie du petit nombre de gens qui avaient établi le contact avec les gens de HTS. J'ai même rêvé, je vais vous dire un semi-secret, non je l'ai déjà dit, mais j'étais invité chez eux. Donc depuis Istanbul, j'ai pris un avion pour Hatay et je devais rentrer. Et à la dernière minute, on m'a interdit de rentrer. Sinon, j'allais rencontrer un petit peu. Mais j'ai fait des conférences grâce à monsieur Zoom. Donc j'ai interagi avec les gens de HTS, je les connaissais et je savais qu'on n'était pas en face d'acteurs sectaires, qu'on n'était pas en face d'acteurs qui allaient égorger les chrétiens comme le pense Michel Colomb ou Éric Zemmour ou malheureusement un certain nombre de militants, même dans le monde arabe, qui n'ont pas voulu accepter que cette victoire syrienne ne tombe pas dans l'escarcelle des gauches, mais tombe plutôt dans l'escarcelle des courants islamistes. Or, c'est un secret de polichinelle que les gauches ne peuvent plus fabriquer de majorité électorale maintenant dans cette région du monde. Il y a du fait d'un processus historique complexe sur lequel on peut revenir. Mais ceux qui sont capables de mobiliser des majorités électorales sont ceux qui, moi je dis, qui emploient le lexique de la religion musulmane pour mobiliser. Et donc voilà les réactions qu'il y a eu en France. Il y a eu donc beaucoup de mauvaise foi, mais c'est pas le pire. Le ministre des Affaires étrangères, que je n'aime pas et que je ne connais pas, mais il s'est quand même rendu en Syrie. Il est quand même venu avec la ministre allemande des Affaires étrangères et nous avons noué le contact. Donc voilà, à suivre très 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 attentivement. Et du coup, le rôle de la Turquie alors dans cette histoire syrienne, on sait que la Turquie elle a joué un rôle central, notamment sur la question des réfugiés et sur d'autres questions aussi. Elle a été parfois criminalisée en étant accusée d'avoir des visées hégémoniques sur la Syrie et parfois non, son rôle a été salué. Quelle est votre analyse là-dessus? Alors votre question me gêne parce que moi j'aime bien critiquer tous les États et tout. Quand il y en a un qui échappe un petit peu, non, parce que je l'ai dit, je l'ai écrit, donc je suis à l'aise pour le dire. Si on devait donner un prix de la gestion de la crise syrienne, du début à la fin, c'est pas par flagornerie, mais je dirais la partition qu'a jouée la Turquie est la moins pire de toutes celles qui ont été jouées par les acteurs internationaux. D'abord parce qu'il y a eu le cœur. La Turquie, elle a voté avec les pieds, elle a ouvert ses frontières. Et ça, les 3 ou 4 millions de réfugiés, on ne peut pas les oublier. Alors que nous autres Français, vous savez, les champions des droits de l'homme, on envoyait nos hommes politiques à la frontière de Vintimille pour barrer la route parce que nous craignions d'être envahis par les Syriens. Bon, alors après, il est très difficile de tenir le discours que je tiens en France parce que l'image de la Turquie reste très négative. Malheureusement, aussi bien de la part du gouvernement que des gauches. Alors les gauches, ils vous disent quoi? Les gauches, très 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 souvent, ils sont aux mains des lobbies kurdes. Parce qu'il y a un lobbyisme kurde qui est très très puissant en France et qui est relayé par des gens qui sont encore plus puissants. C'est horrible à dire, mais moi je me suis rendu au Kurdistan à plusieurs reprises et j'ai subi un choc, parce que moi je suis un peu arabophone, donc j'ai plutôt plus vécu dans le monde arabe que dans le monde kurde. Et puis j'ai compris que il y avait des scènes comme ça amusantes. Le vendeur de chaussures ne voulait pas employer un seul mot d'arabe pour me dire le prix, alors que je savais très bien qu'il avait été éduqué du temps de Saddam Hussein. Il était complètement... Mais non, un Kurde, c'était avant tout quelqu'un qui détestait les Arabes. Et quelqu'un qui déteste les Arabes, c'est précieux. C'est précieux en Occident. C'est précieux en Occident. Et c'est pas pour rien si c'était notre ministre Kouchner qui adorait les Kurdes. Et bien sûr. Et il y a un pays dont on va peut-être parler, qui est célèbre pour ses crimes, qui aimait beaucoup les Kurdes aussi. Donc les Kurdes qui ont
qui ont le droit d'avoir des aspirations nationales, ont été un petit peu instrumentalisés. Hein. Et donc, il se trouve des milieux de gauche en France, comme des milieux de droite qui disent « Ah, la Turquie s'est perdue en se focalisant sur la question kurde ». Et ce n'est pas vrai. Et c'est pas vrai. L'une des corrections que j'aime le plus à faire, c'est de dire attention, les grandes villes kurdes de l'Est de la Turquie, elles votent Erdogan, elles ne sont pas PKK. Il faut faire la différence entre un mouvement armé. Nous, en France, on a connu l'ETA dans nos frontières ou le Front de libération de la Corse. On ne peut pas tolérer une action armée employant des moyens terroristes. Donc, ces critiques-là sont relativement faciles à cerner. Et puis, bien sûr, la Turquie, oui, elle joue un rôle central maintenant. Elle est l'autorité de tutelle, en tout cas sur le plan militaire. Elle a facilité. C'est bien elle qui a rendu possible. Il y a des gens qui disent que Ankara a été surpris de la rapidité de l'avancée en Syrie, que tout n'était pas planifié complètement dès le début. Mais disons que oui, la Turquie a joué un rôle central, mais elle l'a joué dans des conditions qui devraient plutôt rendre les Turcs fiers par rapport à des tas d'autres nationalités qui vont des Émirats aux Français en passant par les Marocains, qui ont eu des attitudes beaucoup plus ambivalentes. D'ailleurs, Bernard-Henri Lévy, il était parti soutenir les Kurdes. Bien sûr, bien sûr. Et ce mariage-là est très très douloureux. Il y a eu des films, la cause kurde est instrumentalisée par les sionistes. Voilà, j'ai dit un très gros mot. Ça ne nie pas la légitimité des aspirations nationales des Kurdes. Je ne veux pas tordre le balai en sens inverse. Mais bien sûr, des gens qui détestent les Arabes en Occident, ce sont des gens précieux. Et vous savez, jusqu'à un certain point, on aime aussi, en France, on aime les Kabyles. Pourquoi? Parce qu'il y a une tension. Et donc, on aime bien tout ce qui peut diviser un spectre politique. Hein, tout ce qui peut diviser une société par le dominant, eh bien, on va flatter. Alors, on va changer de sujet, mais pas complètement. Les Français aiment bien libérer la femme musulmane. Mais pas toutes les femmes musulmanes. Ils aiment bien libérer la femme musulmane du pays où leur régime leur résiste. Alors, on aime bien libérer la femme iranienne, on aime beaucoup moins libérer la femme égyptienne ces temps-ci, c'est curieux. Or, on voit bien qu'on sait, vous vous souvenez peut-être, j'espère que vous vous souvenez, que les Français voulaient libérer la femme algérienne et que pour libérer la femme algérienne, ils voulaient la libérer de qui? Du FLN. Hein. Et là, ça nous permet peut-être de faire une transition. Il y a 2 jours seulement, j'entendais encore un ancien ambassadeur israélien à Paris qui s'exprimait dans une chaîne de télé majeure, qui disait « Ce dont rêvent les Palestiniens, c'est d'être libérés du Hamas ». Oui, bien sûr. Et la femme palestinienne rêve d'être libérée du Hamas. Donc cette rhétorique-là, extrêmement cheap, elle a servi à fausser notre perception de la libération des Syriens. Elle empoisonne le regard occidental sur les dynamiques politiques dans cette région. Mais bon, voilà, on participe. Demain, je vais participer à une réunion. Certes, elle est en Turquie, elle n'est pas en France, mais disons qu'il y a des jeunes dans le monde, y compris dans le monde occidental, y compris dans la communauté juive, qui commencent à ne plus se satisfaire de cette rhétorique-là dans tous ces raccourcis. On y reviendra sur la question France-Algérie. Et je voulais parler de la question palestinienne en France. Vous avez été accusé d'apologie de terrorisme et on a l'impression qu'aujourd'hui en France, c'est devenu un crime de soutenir la cause palestinienne. Aujourd'hui en France, pour aller vite, le général de Gaulle pourrait être accusé d'apologie du terrorisme. Il y a une ONG à Marseille qui a été dissoute, compte bloqué, etc. Et au nombre des griefs qui ont été mentionnés dans l'acte d'accusation initial, il y avait le fait que l'un de ses membres avait diffusé la parole du général de Gaulle. Et vous savez ce que dit le général de Gaulle en 1967, il dit « Ah ben oui, les Israéliens, peuple sûr de lui et dominateur, ont acquis par la force des territoires et maintenant va commencer l'occupation qui ne pourra pas aller sans répression et ils appelleront, qui ne pourra pas aller sans résistance et les Israéliens l'appelleront le terrorisme. » Voilà. Si vous dites cela, ce que moi-même j'ai dit, je n'ai rien dit d'autre. Si vous corrélez l'action du 7 octobre
un mouvement de résistance qui est légitime. Après, vous pouvez dire s'il y a eu un enfant de tué, il se trouve qu'il y a peut-être eu un par erreur, il n'y a pas eu 40 bébés brûlés, mais s'il y a eu un enfant de tué, je condamne. De même, dans l'histoire de l'Algérie, la bombe dans le Milk Bar, je dis, c'est dommage, c'est 2 petites filles qui étaient touchées. Mais ça ne me permet pas de dire le combat du FLN était un combat terroriste qui était totalement illégitime. Et c'est ce saut-là, aberrant, qu'on a incité les magistrats à faire, puisqu'il y a eu une circulaire du ministère de la Justice, Dupond-Moretti à l'époque, qui a demandé, une circulaire qui avait d'ailleurs très peu de valeur juridique, qui demandait au procureur de pénaliser, de criminaliser toute corrélation faite entre une action de résistance et la campagne menée par le Hamas le 7 octobre 2023. Et donc, oui, on en est là. Je fais partie des victimes. Alors, il y a eu des victimes très médiatisées comme Mathilde Panot, Rima Hassan, Guillaume Meurice. Eux, ils ont été relaxés. Moi, je ne suis pas médiatisé, mais je n'étais pas complet. Et surtout, je ne suis pas musulman. Parce que c'est ça le vrai critère. Mais moi, je n'ai pas été relaxé. C'est-à-dire que j'attends toujours, du jour au lendemain, que l'organisation juive européenne, qui est à l'origine de la plainte, essaye de me faire payer des milliers d'euros de dommages et intérêts. Le cas échéant, pourquoi pas, de la prison avec sursis, etc., etc. À côté de cela, par dizaines, des Français de confession musulmane ont été beaucoup plus maltraités que moi. Moi, j'ai passé 7 heures, dans un cachot quand même, on vous enlève vos chaussures, vous êtes à moitié dans le noir, vous goûtez quand même à la contrainte physique, mais les Français de confession musulmane, eux, c'était la garde à vue 48 heures, c'était la porte du domicile, c'était des perquisitions, c'est la saisie de tout le matériel informatique, et on le voit pour Elias Nimzalen, la saisie des comptes. La saisie des comptes, parce qu'il a dit « oui, nous avons besoin d'une intifada pour… » Ben oui, on a besoin de bouger, on a besoin de se soulever pour contrer cette mainmise absolue des dirigeants israéliens sur la classe politique française actuellement. Et donc, c'est la situation actuellement en France. Elle n'évolue pas au gré des premiers ministres qui changent régulièrement. Elle est très, très solidement ancrée. Je ne sais pas si c'est le moment de le dire, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le séisme qui s'est passé en France, c'est que l'extrême droite s'est mise à soutenir Israël, alors qu'avant, elle ne soutenait pas Israël. Monsieur Le Pen, qui vient de décéder, jamais il aurait soutenu Israël. L'Espagne a reconnu Israël en 1986 seulement. Pourquoi ? L'extrême droite, elle avait un coefficient bien réel, parce que ce vilain mot que je vais prononcer, il a un sens. Il y avait de l'antisémitisme, il y avait une stigmatisation de principe des Juifs. Donc Jean-Marie Le Pen, il n'aurait jamais soutenu Israël. Et le méchant, le bouc émissaire, dans un contexte très particulier, les années 60, c'est quoi les années 60 ? La décolonisation. Le méchant qui était juif, le méchant qui mettait en danger notre souveraineté, notre identité, nos finances, tout, il était juif, il est devenu musulman. Ou plus exactement, pas musulman en tant que tel, parce que si vous êtes noir de peau en France, que vous n'êtes pas de culture musulmane, de toute façon, vous allez être stigmatisé au même titre qu'un musulman. Mais disons, musulman, c'est l'étendard du décolonisé. Et donc, le méchant en France, c'était plus le juif, pour l'extrême droite, c'était le décolonisé. Et Le Pen fait bien l'articulation, il a torturé en Algérie, et la transition, elle se fait très bien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au soutien de la droite classique, qui soutenait Israël au nom de sa culpabilité dans l'épisode nazi, sont venus s'ajouter toute l'extrême droite et des pans entiers des gauches. Alors, pourquoi des pans entiers des gauches? Là, il y a un phénomène qui est très spécifique et qu'on oublie un peu d'analyser, on en a un petit peu parlé sur la Syrie, c'est qu'en 2006, le symbole du leadership palestinien, le symbole de la résistance palestinienne s'islamise. C'est la victoire du Hamas aux élections qui va donner lieu à cette réaction terrifiante des éradicateurs palestiniens alliés aux Israéliens, alliés aux Européens. Mais disons que des pans entiers de la gauche, à partir de 2006, et Israël va surfer sur cette rhétorique. Tout le temps. Vous soutenez des terrorismes islamistes. Vous soutenez des intégristes islamistes. Et je ne peux pas ne pas citer, pour montrer l'étendue de la mauvaise foi
du discours israélien, c'est que en 2001, au lendemain des attentats du World Trade Center, Sharon, général israélien, va dire au monde « Vous avez Ben Laden, le terroriste islamiste. Nous avons, il ne dit pas le Hamas n'existe pas. Il dit nous avons Arafat. Nous avons Arafat. Arafat qui était l'adversaire politique des islamistes. » Donc cette rhétorique-là, elle explique qu'actuellement en France, malheureusement, il y a droite avec des îlots, parce que dans la droite, il y a Villepin qui est capable de dire « mais des îlots hein, ». Mais on a droite, extrême droite. Le pire de ce qu'on peut dire, c'est Israël n'est pas soutenu en tant que c'est un État juif. Israël est soutenu en tant que c'est un État anti-musulman. C'est un État qui assassine des Arabes impunément. En essayant de faire croire que ce sont les musulmans qui sont antisémites. En essayant de faire croire, bon là, il n'y a pas de limite, mais enfin, je dirais, les Palestiniens sont en train de payer très cher, ce qui est quand même une victoire. Parce que le narratif israélien, maintenant, il prend l'eau de partout. Il prend l'eau massivement dans le Global South. On voit bien que Mais dans certains pays d'Europe, l'Irlande, la Norvège, même si ce n'est pas parfait, parce que certains renvoient dos à dos le Hamas, enfin les occupants et les occupés, l'Espagne, le narratif israélien est en train de couler sous nos yeux. Ce qui ne veut pas dire que la violence israélienne va s'arrêter demain. Je dirais peut-être au contraire, parce que l'animal blessé, doté de l'arme atomique, est encore capable, soutenu par l'appareil politique occidental dans sa majorité, est encore capable de faire des dégâts terribles, mais pas pendant des décennies. Je ne le pense pas. La question sur l'Algérie et la France. La France, en ce moment, qui invective l'Algérie, on a l'impression qu'ils essayent de la déstabiliser. Ce n'est pas un sujet facile. Oui. Parce que parler des relations franco-algériennes, c'est très... Retailleau qui dit que... Oui, non, mais bon. Le problème que j'ai de parler avec la situation de la situation algérienne, c'est que pendant les années 90, j'ai été, par connaissance, parce que j'ai vécu 7 ans aussi en Algérie, et que j'ai dénoncé la façon dont les élections de 90 et 91 se sont terminées par un bain de sang. Et moi, j'ai même dit, j'étais très impertinent, j'ai dit, le premier printemps arabe, c'est peut-être pas la Tunisie, c'est peut-être l'Algérie. Parce qu'il y a bien eu une alternative politique qui a émergé légalement dans les urnes, et elle a été complètement broyée, réprimée dans le sang. Alors, il est très difficile de ne pas tenir compte de la fracture relative qui existe entre les élites au pouvoir en Algérie et puis une partie de la population qui n'était pas d'accord, et puis l'instrumentalisation que fait la France. La France, des fois, quand je veux être un peu méchant avec les dirigeants français et les dirigeants algériens, je dis, ils ne ont pas toujours été tellement ennemis que ça. Pendant les années 90, la coopération répressive entre la France et l'Algérie était totale. Il faut bien se souvenir de ça. Et ça, on l'oublie un petit peu et on dit Kamel Daoud est poursuivi par les autorités algériennes parce qu'il ose parler de la décennie 90. Et moi, non, ça me choque un petit peu parce que tout le monde parlait de la décennie 90, mais avec une seule version. Les criminels islamistes qui venaient égorger les femmes et les enfants. Et quand on essayait de dire « attendez, c'était un petit peu plus compliqué que ça », donc ça, c'est quelque chose qui opacifie. Mais il n'empêche que si on nommait la fracture interne de la société algérienne héritée de la guerre des années 90, la France a cyniquement, très cyniquement, basculé dans le camp du Maroc. Donc vous connaissez les différents territoriaux, a cyniquement basculé dans le camp du Maroc. Et l'une des raisons pour lesquelles elle a basculé dans le camp du Maroc, c'est que le Maroc est dans un certain camp du conflit israélo-arabe où l'Algérie ne se trouve pas. Donc vous voyez que là, ça devient plus clair. La France s'est alignée sur le pays qui avait signé les accords d'Abraham. Et ça, oui, ça donne envie de soutenir les dirigeants algériens aujourd'hui, même si on n'oublie pas qu'historiquement,
ce ne sont pas les mêmes. Même si on n'oublie pas qu'historiquement, on a pu être en désaccord pendant la période des années 90. Mais effectivement, là, sur la scène internationale, je n'ai aucune difficulté à défendre la position de l'Algérie par rapport à celle du Maroc, sans aucun effort. L'affaire Boualem Sansal en ce moment qui fait... Oui, le mystère pour moi dans l'attitude de Boualem Sansal, qui vivait très bien des dividendes de son islamophobie, parce que c'est ça son fonds de commerce, de son islamophobie et de sa haine de son pays. C'est ça qu'il vendait à l'extrême droite, à la droite et à certains pans de la gauche française. Pourquoi il est allé plus loin? Ça restera à expliquer. Je pense qu'il était... bon, il a voulu faire encore plus plaisir à l'environnement qui le célèbre du côté occidental. Et il y avait deux concessions, il y avait deux lignes rouges. C'était bien sûr de basculer dans la négation de la question palestinienne, parce que c'est pas rien ce qu'il dit, Boualem Sansal. Vous avez vu, il y a des vidéos qui ont fait surface maintenant. Il a vraiment changé de camp. Hein, et c'est l'un de ceux qui explique que le problème des Palestiniens, c'est le Hamas. Ce n'est pas l'occupation israélienne. Et Kamel Daoud également, etc. Donc il a franchi ce Rubicon-là. J'avoue que je n'ai pas très bien compris pourquoi il a éprouvé le besoin. Si peut-être il n'était pas assez persécuté. Et la persécution du régime algérien, c'est tout ce qu'il veut pour devenir un héros au niveau mondial. Et donc il a franchi un nouveau Rubicon qui était la caution donnée aux revendications territoriales marocaines sur le territoire de l'Algérie.